Bonjour, je vais vous parler un peu du mélangeur. Donc en fait c'est un composant que vous connaissez déjà parce que je pense que vous l'avez utilisé avec David Lautru ou Patricia Grassin dans les fonctions de Radiocom. Donc ça va être exactement la même démarche. Je ne vais pas passer forcément beaucoup de temps sur ce que fait le composant, mais on essaiera de voir ensemble comment le caractériser. Déjà, quels sont ces éléments de spécification et ensuite comment le mesurer. Voilà. Alors, un mélangeur, vous savez typiquement que c'est un système qui est un système non linéaire. Alors, pourquoi il est non linéaire? C'est typiquement que vous avez une fréquence à l'entrée et vous avez des fréquences différentes à la sortie. Alors, généralement, c'est un composant qui est un composant 3 ports. On a généralement un port qu'on peut appeler RF. On a un autre port qu'on peut appeler oscillateur local ou LO. Et généralement, on a un port IF. Là, je vais être en fait plutôt sur un système qui va abaisser la fréquence, donc plutôt sur une configuration de récepteur. Je vais avoir la fréquence RF, F0. Je vais avoir la fréquence LO, FLO. Et en IF, ben, je pense que vous le savez, généralement, je vais avoir FO plus FLO, un signal à la fréquence FO plus FLO, et un signal à la différence FO moins FLO. Je mets les valeurs absolues puisque c'est la valeur positive de la différence. Donc on verra assez rapidement ce que je viens de vous expliquer là, euh, et on passera peut-être un peu plus de temps, c'est sur l'étape de spécification. À cet égard, je vous encourage de lire la fiche spécification que j'ai réalisée, qui est assez complète, qui provient de notes d'application de constructeurs. Ensuite, on analysera la datasheet en fait du composant que vous allez utiliser, un composant pulsar. On parlera peut-être un petit peu de la méthode de mesure. Ça donnera notamment lieu à une autre vidéo. L'objectif derrière étant d'être capable de faire la recette du mélangeur que vous allez utiliser, donc une recette complète, et en finalité, comme pour les autres composants non linéaires, de fournir un document de recette. Alors le mélangeur, on pourrait aussi le caractériser en disant que le mélangeur que vous allez utiliser, il est passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, il y a moins de puissance à la sortie qu'à l'entrée et qu'il n'est pas alimenté. Donc c'est aussi un paramètre assez important. Alors vous avez compris que c'est avant tout un élément qui permet de faire un changement de fréquence. De ce fait, il est non linéaire, et ça c'est un point important. Ça veut dire que s'il est non linéaire, vous n'avez pas le droit de mesurer des fonctions de transfert, typiquement des S21, avec un VNA, puisque la fréquence sur le port 2 va être différente de la fréquence sur le port 1. Ce que vous avez le droit de faire avec un VNA, en prenant quelques précautions, c'est de mesurer les adaptations des trois ports d'entrée S11, S22, S33. Pour les autres mesures, en fait, on sera obligé d'utiliser un élément que vous connaissez, puisque ça va être l'analyseur de spectre. Donc, composant non linéaire, de ce fait, pas le droit d'utiliser le VNA. Généralement, on leur donne des définitions sur les ports in, out et LO. Alors LO, toujours, on l'appelle toujours oscillateur local, donc LO ou OL, en fonction de si on utilise l'anglais ou le français. Et in et out, ben, ça peut être soit RF, dans ce cas-là, la sortie c'est IF. Et on a aussi l'autopologie. Donc là, on va plutôt avoir une topologie où on va abaisser la fréquence. On peut avoir la topologie où on va augmenter la fréquence. Donc on sera de IF vers RF. Alors, je vous dis abaisser ou augmenter la fréquence. Donc là, vous voyez bien que
En vert, je suis en présence de ce qu'on appelle en anglais un up converter, donc j'augmente la fréquence. Donc F fréquence, on va dire qu'elle est augmentée. Sur ce qu'il y a en rouge, c'est plutôt un down converter, mais dans ce cas-là, la fréquence est diminuée. Donc c'est exactement le même composant qui permet de faire le up ou le down. Alors il y a quelques composants, bien évidemment, qui sont meilleurs en down plutôt qu'en up, et c'est vrai pour le contraire. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mélangeur, c'est un composant non linéaire, dont sa seule fonctionnalité, je vous l'ai montré en fait, c'est de faire une multiplication dans le domaine temps. C'est-à-dire que le modèle mathématique que vous avez là-dedans, ben, c'est une multiplication. Là, vous avez typiquement l'exemple où vous avez une forme d'onde qui est une onde CW1 à la fréquence F1 avec une amplitude A1. Là, vous avez une onde à la fréquence E2 avec l'amplitude A2. Ça fait un produit de cosinus. Pour ceux qui ont fait un peu de trigonométrie, un produit de cosinus donne en fait naissance à deux termes, un terme basse fréquence. Donc là, on est sur le terme basse fréquence, et là, on est sur le terme haute fréquence. Bien évidemment, en fonction du type de conversion que vous allez faire, vous allez maintenir soit le terme de haute fréquence, dans ce cas-là, on va être en présence du up converter, soit vous allez maintenir le terme basse fréquence et vous allez supprimer ce terme haute fréquence. Alors, quand on dit supprimer, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire typiquement la mise en place d'un filtre. Voilà. Quelquefois, dans les mélangeurs, on a un filtre en sortie, mais généralement, il faut soi-même être capable de filtrer soit le terme somme, soit le terme différence. Alors, vous voyez que mathématiquement, c'est assez simple à exprimer. Alors le problème, c'est que ça ne fait pas uniquement FRF plus FOL et FRL moins FOL, mais ça fait plein d'autres termes qui sont des termes parasites, notamment c'est capable de faire deux fois un multiplieur typiquement de fréquence, une multiplication par 3, et ainsi de suite. Je peux avoir aussi deux fois la fréquence RF moins la fréquence LO. Je peux avoir deux fois la fréquence RF plus la fréquence LO. Je peux avoir deux fois FLO. Donc c'est avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mélangeur, ça peut être, et c'est un générateur de raies. Et que pour garder que celles qui sont utiles, il faut forcément mettre en sortie un filtre. Ça, c'est obligatoire. Et c'est lié à la composition, à la fabrication du circuit. On ne peut pas empêcher ces termes de mélange. On peut minimiser leur importance, mais on ne peut pas les empêcher. Alors ça, il faut le retenir, hein. C'est-à-dire que ça ne fait pas uniquement somme et différence, mais ça génère aussi plein d'autres fréquences, et ces plein d'autres fréquences, il faut pouvoir les filtrer. Alors il y en a qui vont être filtrés d'une façon naturelle, hein. Le doubleur ou le tripleur de fréquences RF, ça va sortir de la bande du composant ou de l'antenne ou du système qu'on va mettre derrière. Pas forcément besoin de les filtrer. Mais il y en a qui peuvent être plus importantes, par exemple ce terme-là, qui peut se rapprocher en fait d'autres termes, et ça c'est un peu plus gênant. Voilà. Donc c'est un système qui fait du mélange de fréquences. Donc ça c'est important. Pour spécifier un mélangeur, hein, je vous rappelle toujours, donc système A, 3 ports, le port RF, le port LO,
le port IF, là je suis plutôt sur un down converter, ben, chaque port va avoir une bande de fréquence. Alors vous allez avoir une bande RF, vous allez avoir une bande LO, alors elles peuvent être identiques, et vous allez avoir une bande IF. Hein. Ça, c'est vraiment propre à chaque port. On va définir les paires de conversion. Je pense qu'après, on va voir un peu ce que c'est. On va définir l'isolation entre les ports. Le ROS, ben, c'est tout bêtement, est-ce que le port RF, est-ce que le port IF, est-ce que le port LO a une impédance de 50 ohms? Et on va le mesurer euh, par le rapport d'onde stationnaire. Et généralement, on a des composants qui sont pas très bons en ROS. Avoir un ROS de 2 ou de 5, voire 3, ça peut arriver sur un mélangeur. Donc il faudra voir si ça impacte pas trop le circuit. Et si ça impacte, qu'est-ce qu'on va mettre? Bah, typiquement, on va mettre un isolateur sur chaque port, ce qui va me permettre d'isoler le mélangeur au niveau de ces des adaptations, puisque ici en fait les retours en fait vont être bloqués par le mélangeur. Il y a un point qui est important et on n'en parle pas forcément, c'est qu'en fait pour que le système fonctionne, il faut une puissance mine sur LO. Et cette puissance mine, elle est loin d'être petite, parce que ça peut être 7 dBm, ça peut être 13 dBm, ça peut être 15 dBm et on peut aller jusqu'à 23 dBm. Donc vous voyez que cette puissance-là va être un paramètre important puisqu'il faut amener de l'énergie au niveau du LO. Par contre, on aura intérêt d'avoir ici des systèmes RF en fait qui ont plutôt des puissances faibles. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi, j'aurais dû le rajouter, j'ai oublié, le point de compression, c'est-à-dire la puissance max qu'admet le système pour rester en zone de fonctionnement. Et pour un mélangeur, le point de compression est donné en entrée. Alors que pour un ampli, le point de compression il est donné en sortie. Donc faites attention à ces notions. Bien évidemment, va y avoir un facteur de bruit, hein, c'est un élément passif. Alors, ce qu'on a utilisé et ce qu'on va continuer d'utiliser, c'est que le facteur de bruit, on verra que c'est égal au, on va supposer, c'est pas complètement faux, aux pertes de conversion. Donc c'est-à-dire un facteur de bruit qui vaut les pertes de conversion, et le gain, bien évidemment, vaut moins les pertes de conversion. Ça a une grosse dépendance sur l'environnement et notamment sur la température. C'est un élément qui va être sensible à la température. C'est un composant qui est constitué autour de diodes. Et les diodes, c'est des éléments très sensibles à la température. Alors les pertes de conversion, peut-être que je reviendrai par la suite dessus, parce que là c'est assez compliqué. Je vous invite à le lire. On va revenir en fait sur ces pertes de conversion. Et on va revenir aussi sur l'isolation. Donc je vous laisserai éventuellement lire ces deux slides, mais je vais revenir dessus lorsque je vais faire la présentation des systèmes de mesure. Alors, je vais quand même peut-être revenir dessus avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si je mets par exemple, si j'ai ici le port RF, là je vais exposer que j'ai le port IF, ben, si je mets une puissance ici de 7 dBm à la fréquence LO, et ben, je vais observer ici une raie à la fréquence LO dont la puissance sera la puissance en fait 7 dBm moins l'isolation. Ça veut dire en fait que quelque part le mélangeur va fuir, il y a une partie du signal qui va passer ici. Alors c'est vrai vers la voie IF, mais ça va être vrai aussi vers la voie RF. Et ce qu'on appelle les pertes de conversion, ben, c'est tout bêtement
la différence de puissance de RF, de la puissance RF par rapport à la puissance IF. C'est ce que vous avez sur ce transparent-là. Alors faites attention, bien évidemment, PRF, hein, alors là je vais le mettre là, PRF et PIF sont à des fréquences différentes. Hein. Donc en fait, je vais aller mesurer PRF, je vais aller mesurer PIF, je fais la différence entre les deux et j'ai les paires de conversion, ce que vous avez ici. Hein. On appelle les pertes de conversion. Il y a aussi en fait la fuite. Alors les pertes de conversion, c'est à deux fréquences différentes. Et si vous observez aussi le spectre IF, ben vous allez voir aussi que vous avez une raie à la fréquence FRF et c'est la fuite de RF vers IF. Donc toutes ces notions-là, on va les voir sur la partie mesure, mais c'est un composant qui peut être assez compliqué à appréhender. Alors juste un petit mot sur ces fuites. Hein. Vous voyez là typiquement Hello va fuir sur RF. Alors en fait c'est un vrai problème parce que si Hello fuit sur RF, ben, si vous avez un système comme ça, en fait l'ampli n'est pas forcément adapté pour cette fréquence FO, donc il va se comporter comme un réflecteur. Donc vous avez Hello qui va re-rentrer dans le mélangeur. Et qu'est-ce que vous faites? Ben, vous mélangez Hello avec Hello, et ce qui fait qu'en IF, vous avez une composante continue. Et la composante continue, on verra qu'elle peut être très très gênante dans un circuit. Notamment, vous verrez ce cas-là avec les clés logicielles qu'on va utiliser, parce qu'une clé logicielle, c'est une structure qui a cette forme-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le hello va fuir. Donc en fait, ça va amener une fréquence ici en rouge sur l'entrée LR qui vaut LO, qui a la fréquence LO. Vous mélangez LO avec LO. Donc si vous faites la différence de FLO moins FLO, ça fait 0. Donc ça fait une composante continue. Alors l'autre élément, c'est que cet LO peut aussi passer à travers l'amplificateur et venir se rayonner en fait au niveau de l'antenne extérieure. Et ça vous indique en fait que vous avez un récepteur de branché. Alors il suffit de détecter en fait avec un système assez sensible les ondes réémises par cette antenne de réception et vous savez si vous êtes écouté ou pas écouté. C'était un des principes qui était utilisé sur les tuners de télévision lorsqu'on voulait savoir si la personne dans l'appartement avait une télévision ou pas. Vous savez, je pense qu'il y avait une redevance, il y a toujours une redevance d'ailleurs. En fait, l'idée c'était d'aller voir les gens qui ne déclaraient pas leur télévision. Donc on faisait passer un camion dans la rue, on allait chercher en fait les valeurs des oscillateurs locaux au niveau des télévisions et on détectait en fait la télévision qui était allumée ou pas allumée. Vous voyez là on rentre dans le domaine de l'observation de signaux, de fuite de signaux, et c'est une des techniques qu'on peut utiliser pour venir observer des systèmes. Alors bien évidemment, la fuite LO et IF elle est aussi importante puisque en fait, généralement en LO, vous avez une puissance qui est importante. Alors vous allez voir qu'en IF, vous avez plutôt des puissances très faibles puisque la puissance RF est très faible. Et ce truc-là peut venir masquer en fait euh, le signal qui arrive en RF. Donc c'est aussi relativement embêtant. Et puis la fuite qui va de RF vers LO, ben, vous avez un générateur ici. Donc vous imposez à un générateur un signal qui va rentrer dans le générateur et ça c'est pas toujours très très bon puisque ça peut faire des interférences constructives ou destructives en fonction des longueurs de câble et ça peut poser des problèmes sur le fonctionnement du système. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'isolation est un vrai problème sur ces composants. Et le point de compression, je vous l'ai dit, le point de compression, il est mesuré en entrée. C'est à quel moment, en fait, les paires de conversion, c'est mesuré avec les paires de conversion, c'est à quel moment, en fait, les paires de conversion augmentent de 1 dB. C'est-à-dire que passé ce point-là, vous n'êtes plus en régime de fonctionnement du circuit,
et vous augmentez progressivement vos pertes de conversion. Donc si je veux garder en fait un régime qui est un régime intelligent, il faut que je me mette assez loin de ce point de compression. Et ça vous explique aussi pourquoi sur un analyseur de spectre, on ne met que des puissances relativement faibles, hein, pour éviter justement l'augmentation de ces pertes de conversion et l'augmentation des régimes non linéaires. Alors, comme sur les autres systèmes, on va passer maintenant à l'analyse de la datasheet. Et là, vous avez quelques questions auxquelles il faut répondre, typiquement chercher dans la doc où on va retrouver les pertes de conversion. Bon, là, c'est plutôt un exercice d'anglais. Le facteur de bruit, je vous l'ai dit, en fait, il va correspondre aux pertes de conversion. Donc là, je vous le dis, mais bon. Puis d'essayer de trouver la valeur du point de compression à l'entrée. Alors ça, c'est utile parce que ça va nous permettre de savoir comment régler notre système de mesure. Les objectifs que je vous fixe sur ce mélangeur, ça va être pour votre fréquence, de mesurer les pertes de conversion et de mesurer l'isolation. Alors isolation de LO vers IF, de LO vers RF, de RF vers IF, si vous avez un petit peu de temps. Essayez de mesurer le point de compression. Donc le point de compression, je vous rappelle que c'est d'augmenter la puissance d'entrée jusqu'à temps que les pertes de conversion augmentent de 1 dB. On aura l'occasion de revenir sur ce point, si vous avez un petit peu de temps, éventuellement, de mesurer le ROS uniquement du port RF. Alors là aussi, ce que vous pouvez faire, c'est typiquement, vous vous mettez à une puissance relativement faible, vous alimentez votre LO, vous mettez une charge adaptée, bien évidemment, sur la sortie IF, et là, vous mettez votre VNA. Hein, et le VNA va mesurer tout bêtement le essence. Alors, attention à la puissance du port 1 du VNA, puisque cette puissance 1 doit être très inférieure au point de compression. Typiquement, si je regarde la doc qu'on a vu tout à l'heure, le point de compression était de mémoire à 1 dBm. C'est pas complètement idiot de régler le port 1 à moins 10 dBm. Et bien évidemment, on va finir par un document de recette, puisque c'est aussi l'occasion de justifier toutes vos mesures. Et dans le document de recette, c'est comme pour les autres systèmes, il faut retrouver en fait tous les éléments qui permettent de faire l'ensemble de ces mesures, les résultats de mesure et les premières justifications. Il faut qu'avec ce document, si je le donne à l'un de vos camarades, il soit capable de refaire à l'identique vos mesures. Enfin, pour conclure, vous avez, si ce n'est pas le premier TP que vous faites, vous avez l'habitude en fait de cette figure. Alors c'est toujours la même chose. Pourquoi on analyse les datasheets? C'est un peu pour avoir une idée des grandeurs que je veux mesurer. C'est pas une idée précise, mais c'est un ordre, une fourchette de valeurs. Donc ça c'est relativement important, puisque ça va mettre en place le protocole de mesure. Donc le protocole de mesure, on va le voir ensemble sur une autre vidéo. Après, vous aurez l'étape de mesure. Donc l'étape de mesure, en fait, c'est toute votre démarche. Assurer la traçabilité, parce qu'en fait, vous en aurez besoin pour le rendre compte. Hein. Donc en fait, pour se rendre compte, vous pouvez vous inspirer de ce que vous avez fait au module 2, c'est-à-dire sur un document de quelques pages qui reprend l'ensemble de points, analyse des spécifications, la méthode de mesure, avec vos commentaires. Ce n'est pas uniquement les commentaires de prof. Les mesures que vous avez faites, est-ce qu'elles sont pertinentes, pas pertinentes? Comment vous les avez faites? Quels sont les réglages de vos appareils? Par exemple, vous avez utilisé un analyseur de spec, qu'est-ce que vous avez mis sur le RABW, le VBW, le référence level, etc., etc. Quelle est la référence des appareils? Quels sont les cordons que vous avez utilisés? Et ça, je dois bien évidemment trouver tout ça dans le PV de mesure.
Bah, je vous remercie de votre écoute et puis bah, je vous conseille de passer, de lire aussi la fiche qui s'appelle fiche spécification mélangeur. Et là, je vais commenter sur une autre vidéo fiche mesure, c'est-à-dire en gros comment mesurer un mélangeur. Je vous remercie de votre écoute.